Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live conseil d'Engie organisé spécifiquement ce soir pour les clients qui utilisent mon programme pour agir. Je suis Paola, je suis ravie d'être avec vous ce soir, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, on va parler économie d'énergie parce que c'est un sujet vraiment indispensable dans le contexte actuel que nous traversons où il faut que l'on consomme toujours mieux et moins l'énergie. Donc, on va parler économie d'énergie et pour ça, bien, j'ai notre expert Mickaël. Tu vas bien ? Très bien, merci Paola. Ouais, c'est cool de t'avoir, Mickaël, parce qu'il va pouvoir répondre vraiment à toutes les questions que vous vous posez. Mais avant vraiment de se lancer dans le vif du sujet, c'est peut-être bien de faire un petit rappel de ce qu'est mon programme pour agir, même si vous le savez sans doute. Mon programme pour agir, c'est un programme qui est gratuit, accessible depuis l'espace client et qui vous permet de cumuler des points qu'on appelle les fameux kiloactes. On peut les cumuler de plein de manières différentes, en lisant des articles évidemment sur les économies d'énergie, en faisant des challenges de déconsommation énergétique ou pourquoi pas aussi en faisant des travaux de rénovation énergétique. Tout ça, ça permet de cumuler des kiloactes et ensuite de les consommer de manière très concrète, soit en soutenant des associations comme par exemple les Restos du Cœur ou Reforest Action, ou en soutenant des startups qui développent aussi des projets éco-responsables, ou bien encore en achetant des produits qui vous permettent aussi de baisser votre consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est vraiment très utile et c'est grâce à mon programme pour agir. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit refresh, on va vraiment pouvoir aborder le sujet des économies d'énergie. Et déjà, Mickaël, est-ce que tu peux nous dire de manière très concrète quelles sont les actions, vraiment les piliers que je peux utiliser, moi, en tant que particulier, pour faire des économies d'énergie chez moi ? Alors, parmi les actions pour effectuer des économies d'énergie, il y a trois principaux qui sont la mise en place d'éco-gestes, le pilotage de son système de chauffage et enfin la réalisation de travaux d'efficacité énergétique. Si on démarre par appliquer des éco-gestes, c'est au quotidien appliquer ces gestes, c'est par exemple utiliser les programmes éco de son électroménager ou bien encore ne pas laisser ses appareils en veille continuellement. Ce n'est pas le levier qui aura le plus d'impact sur la facture à la fin du mois, mais si chacun d'entre nous en fait, adapte ses éco-gestes de façon collective, on aura un véritable impact sur la consommation nationale d'énergie. Ça, c'était sur le premier point. Le deuxième point qui est piloter son système de chauffage. Pourquoi piloter son chauffage ? Déjà, c'est pour avoir la bonne température au bon moment et au bon endroit. Inutile de chauffer son logement autant lorsqu'il n'est pas occupé. Donc, lorsqu'on s'absente du logement, il est important d'abaisser la température de consigne de ce logement de 2 ou 3 degrés. Alors, tu dis c'est important d'abaisser et pas de couper. C'est important de préciser. Oui. Pourquoi abaisser et pas couper ? Parce que si je coupe complètement mon système de chauffage, lorsque je vais le remettre en route, ça va demander beaucoup d'énergie. Pour remonter d'un seul coup, ça va demander beaucoup. Et donc là, on va être en surconsommation. Donc le fait uniquement d'abaisser 2 ou 3 degrés pour ne pas avoir une surconsommation lorsqu'on va remettre en route derrière. Très bien. C'est important de savoir parce qu'on se dit je vais couper pour faire des économies, je ne suis pas là. Mais au final, ce n'est pas le bon calcul. Non, ce n'est pas le bon calcul. Il vaut mieux avoir quelque chose qui soit lissé pour pas qu'on ait de pics de consommation derrière. Très bien. Donc j'ai tendance à dire comme lorsqu'on quitte une pièce, on éteint la lumière. Lorsqu'on s'absente de son logement, on abaisse la température. On abaisse. Et ça va vraiment permettre on va voir les conséquences sur la facture, on va vraiment faire des économies d'énergie. Et en plus, ça n'impacte pas le confort au sein de son logement. Et le troisième point, qui lui, c'est faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de son logement. C'est vraiment le levier le plus efficace pour consommer d'une part moins d'énergie, mais également pour améliorer son confort. Et améliorer son confort, on pense tout de suite à l'hiver, mais aussi à l'été, puisque le fait d'améliorer cette performance énergétique va permettre aussi à la chaleur de ne pas rentrer aussi facilement l'été. Voilà. Et donc, on va vraiment se concentrer sur ce live, sur ce troisième pilier, qui est donc faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de son logement. Action d'ailleurs qui est récompensée dans mon programme pour agir à hauteur quand même de 600 kiloactes, donc c'est vraiment important. Et donc, il faut quand même que tu nous éclaires un petit peu, Mickaël, et que tu nous dises c'est quoi exactement la performance énergétique d'un logement ? Alors, la performance énergétique d'un logement, en fait, la performance énergétique du logement décrit la quantité d'énergie que ce bâtiment consomme sur une année, la quantité d'énergie qu'il va consommer sur une année. D'accord. Donc cette consommation, elle va dépendre de la qualité du bâti et notamment la qualité d'isolation du logement, mais aussi des équipements énergétiques et du mode de fonctionnement.
J'insiste beaucoup sur l'isolation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible, donc on n'y pense pas naturellement en fait à l'isolation. Par contre, c'est super important parce que je peux avoir le meilleur système de chauffage que je veux. Si je n'ai pas une bonne isolation, en fait, cette chaleur produite, elle va sortir du logement et ça va être quelque chose, ça va être quelque part du gaspillage, quoi. Ouais. Complètement, absolument. Et donc, comment est-ce qu'on la mesure, cette performance énergétique? Est-ce que moi, je peux la mesurer? Oui, la mesurer. Tu peux l'estimer, je veux dire. Je veux dire, tu peux l'estimer, l'étiquette énergétique de nos logements, mais il faut savoir que ça reste une estimation. Par exemple, ça n'aura pas de valeur réglementaire. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour toutes les transactions immobilières, il faut que tu communiques la performance énergétique de ton logement. Dans ce cas-là, tu dois faire appel à un diagnostiqueur qui va finir estimer cette étiquette énergétique, étiquette qui va de A à G, A étant les logements les plus économes, et F et G, les logements qui consomment le plus. Voilà, la fameuse étiquette énergétique ressemble à ça. À ça, là, on a les deux étiquettes. Le schéma sur la droite représente l'étiquette environnementale qui représente l'émission des gaz à effet de serre du logement sur une année. Et sur la gauche, l'étiquette énergétique, et qui, comme je disais, va de A pour les logements les plus économes en énergie, et F et G, ceux qui consomment le plus, F et G qu'on appelle d'ailleurs les passoires énergétiques. Voilà. Alors avant qu'on aille davantage dans le sujet, on commence déjà à avoir plein de questions, donc c'est super. Bonsoir Alain, merci beaucoup d'être avec nous. Alain demande, je suis locataire d'une maison individuelle. Si je fais des travaux d'isolation, puis-je avoir des aides financières de l'État? Alors, parmi les aides, l'aide principale de l'État, c'est MaPrimeRénov'. J'ai un petit doute, je vais me renseigner sur MaPrimeRénov'. Je pense à une autre aide sur laquelle Alain va être éligible, c'est la prime économie d'énergie. C'est une prime qui est distribuée par les fournisseurs d'énergie, dont Engie. Là, je peux assurer qu'en tant que locataire, je peux en bénéficier. Alors, on n'est pas souvent confronté à cette situation. Pourquoi? Parce que là, sur la prime économie d'énergie, c'est le propriétaire de l'équipement qui peut en bénéficier. Donc là, si Alain finance les travaux, il en sera propriétaire. On n'est pas souvent, parce que c'est rare qu'on ait des locataires qui fassent des travaux, qui investissent en fait dans un logement qui leur appartient. Il y a MaPrimeRénov' sur lequel on pourra vérifier. Nos modérateurs vont peut-être pouvoir avoir le temps de vérifier pour répondre de manière très précise à Alain. Dans tous les cas, pour Alain, la prime économie d'énergie d'Engie, donc qui est une prime délivrée par les fournisseurs d'énergie, ça je suis sûr, et on va vérifier pour MaPrimeRénov', qui est la prime gouvernementale qui est délivrée par l'ANA. D'ailleurs, il y a Roland qui pose exactement la même question, donc c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup. Seb, bonsoir Seb, demande, le gaz de ville reste-t-il toujours la solution la plus économique pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire? Sinon, quelle solution proposez-vous? Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, je pense notamment à un système de pompe à chaleur sur lequel on entend beaucoup parler. Alors, on pourra aller plus loin par la suite sur ce système-là. La pompe à chaleur, c'est une solution qui est très très bien, qui est très très performante, qu'on voit de plus en plus, qui peut arriver en remplacement des solutions de gaz naturel. Par contre, il faut être vigilant par exemple, l'installation d'une pompe à chaleur. C'est la personne, parce que qui dit pompe à chaleur dit énergie renouvelable. Il y a un point très important, c'est qu'une pompe à chaleur, pour qu'elle ait un très bon rendement, il faut que le logement soit bien isolé. C'est une très bonne solution à condition que le logement soit bien isolé. Et on entend malheureusement souvent des personnes qui ont fait le choix de la pompe à chaleur et qui ne s'y retrouvent pas à la fois d'un point de vue confort, mais aussi d'un point de vue financier. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en considération cette condition d'avoir déjà un logement bien isolé, sans quoi ça ne va pas faire l'affaire. Pour revenir, les solutions gaz naturel, que ce soit pour la production de chauffage ou d'eau chaude, sont aujourd'hui, quand on regarde le panel des solutions sur le marché, sont des solutions compétitives qui apportent du confort. Aujourd'hui, on voit de plus en plus la pompe à chaleur qui arrive, notamment par rapport à différentes aides. C'est un système qui est aidé parce qu'elle utilise des énergies renouvelables, qui fonctionne très bien, qui apporte de très bons résultats, avec un point de vigilance, c'est s'assurer que son logement est bien isolé et que le calibrage de la pompe à chaleur en amont a été bien réalisé par le professionnel. Voilà. Autre question d'Eren. Bonsoir Eren. Quels sont les éco-gestes les plus simples à effectuer? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, je disais, en termes d'éco-gestes, c'est
utiliser ne serait-ce que les programmes EcoGES de son électroménager. Ça, c'est très important. Après, moi, je le mets un petit peu dans les EcoGES. C'est d'avoir un système qui permette d'abaisser son système de chauffage lorsqu'on n'est pas présent. Un système de pilotage. Et là, en plus, c'est un EcoGES qui n'a pas d'impact sur le confort, donc j'insiste beaucoup également sur celui-là. Parmi tous les autres, on disait aussi, ne serait-ce qu'un EcoGES, c'est éteindre la lumière quand on n'est pas présent. Ce sont ces petites choses-là mises bout à bout qui permettent d'avoir cet effort-là. Voilà. Mais c'est vrai que piloter, par exemple, son chauffage vraiment dans les pièces où vous n'êtes pas là, abaisser, voilà, ce sont des choses peut-être, ce ne sont pas encore des réflexes, mais qui ont un vrai impact. Et comme disait Mickaël, c'est aussi l'impact du collectif qui a de l'importance. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste, je pensais. Après, ce sont souvent les éco-gestes, ce sont souvent des questions de bon sens. Ne pas laisser ses appareils en veille, par exemple. Mais souvent, ce sont des petits gestes mis bout à bout qui font plus appel au bon sens, bien souvent des cas, et se dire il faut que je sois vigilant et je me dise tiens, chaque point que je peux économiser, je l'économise. Et on pense que ce sont des petites choses qui n'ont pas d'impact, mais le problème, si tout le monde le fait de manière systématique, là, ça va vraiment commencer à être vraiment utile. Autre question de Martin. Bonsoir Martin. Isolation par l'extérieur ou l'intérieur? C'est deux choses, l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, on fait référence à l'isolation des murs. Ce sont deux points importants, l'isolation des murs, c'est très important. Alors je dirais que techniquement, l'isolation thermique par l'extérieur va permettre d'avoir de meilleures performances énergétiques pour le logement. Pourquoi? Parce qu'en isolant par l'extérieur, on va vraiment réussir à isoler toute l'enveloppe du logement. Par contre, lorsqu'on isole par l'intérieur, c'est aussi performant. Par contre, il va rester ce qu'on appelle des ponts thermiques. Par exemple, entre deux étages, je vais pouvoir isoler toute la première partie des murs sur le rez-de-chaussée. Lorsque je vais passer à l'étage, je vais avoir une partie, la chape, c'est-à-dire le plancher entre les deux, qui ne sera pas isolé. Donc là, on va avoir un pont thermique, donc ce sera un petit peu moins performant. L'autre intérêt aussi de l'isolation thermique par l'extérieur, alors il y a plusieurs intérêts sur l'isolation thermique par l'extérieur, c'est que aussi lorsque je fais de l'isolation thermique par l'extérieur, je n'ai pas d'impact sur l'intérieur de la maison, c'est-à-dire que l'ensemble des pièces de la maison peuvent être occupées lorsque je fais de l'isolation thermique par l'extérieur, contrairement à l'isolation thermique par l'intérieur, où lorsque les travaux sont faits dans la pièce, on ne peut pas l'occuper. En termes de coût, j'imagine que l'isolation par l'extérieur est plus coûteuse. Tout à fait, elle est plus coûteuse. L'isolation thermique par l'extérieur, elle est plus coûteuse. Faut savoir aussi un autre point, c'est que quelque part c'est un 2 en 1 parce que je vais améliorer la performance énergétique de mon logement aussi. Et d'un point de vue esthétique, lorsque je fais l'isolation thermique par l'extérieur, je revois aussi, c'est comme si je faisais un ravalement également de mon logement. Mais oui, il y a un impact coût qui est un peu plus important pour l'isolation thermique par l'extérieur. Par contre, elle n'est pas tout le temps réalisable. Puisque pour pouvoir faire de l'isolation thermique par l'extérieur, je modifie un petit peu l'aspect de la façade visuelle. Donc là, automatiquement, il faut faire une déclaration de travaux auprès de la mairie et avoir l'accord intérieur. Donc c'est un peu plus lourd d'un point de vue aussi administratif. Tout à fait. Ouais. D'accord, très clair. Autre question de N657. Bonsoir N657. Quel est le coût d'un audit énergétique? L'audit énergétique, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure un petit peu plus en description. Alors, je dirais que l'audit énergétique, on tourne entre 500 et 1000 euros sur un audit énergétique. On est sur une fourchette qui est assez large, mais on voit que ça peut démarrer à 500 euros et on voit certains audits énergétiques qui sont bien poussés, qui vont jusqu'à 1000 euros. D'accord. On peut dire un prix moyen qui est aux alentours de 700 euros pour un audit énergétique. Ça marche, très clair. Merci beaucoup. Alors, il y a plein d'autres questions, mais je vous propose qu'on avance un petit peu dans ce live et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va répondre à vos questions et puis ensuite, on reprendra vos questions plus précisément. Donc là, on était vraiment en train de parler des travaux de rénovation énergétique. On entend beaucoup parler en ce moment de passoires thermiques et j'ai entendu dire que bientôt, ces passoires thermiques ne pourraient plus être louées. Info, intox? Info, et c'est déjà effectif. Si on regarde le schéma, justement, parce qu'en fait, sur ces contraintes réglementaires, on a ces contraintes réglementaires qui concernent la location des logements, mais on a également des contraintes réglementaires qui concernent la vente des logements. Là, on le voit, les schémas qu'on a mis justement pour représenter un petit peu ces contraintes. Sur la partie de droite, ce sont les contraintes qui sont en place
pour la mise en location des logements. Et on voit que depuis janvier 2023, les logements les plus énergivores, c'est-à-dire ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, on ne peut plus faire de nouveaux contrats de location pour ces logements-là. Il faut faire des travaux pour améliorer leur performance énergétique pour pouvoir les mettre en location. Et à partir de 2025, ce seront tous les logements classés G qui seront concernés. Et on va aller ainsi de suite, on va monter en fait, jusqu'à l'étiquette E en 2034, où pour l'ensemble de ces logements qui seront classés, en fait, les propriétaires, avant de mettre leur logement concerné en location, seront obligés de faire des travaux pour les sortir. Ça, c'est pour les locations. On parlait juste à l'instant du coût de l'audit. Il faut savoir que l'audit aussi est devenu obligatoire lors de la vente d'un bien immobilier qui est classé F ou G, et ça depuis tout récemment, puisque c'est depuis le mois d'avril 2023. Donc, en fait, le propriétaire qui vend un bien immobilier classé F ou G doit remettre au futur acquéreur un audit énergétique de ce logement-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, Mickaël, la différence entre un audit énergétique et un diagnostic de performance énergétique? La différence entre le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique. Le diagnostic qui, lui, qui est davantage connu que l'audit. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire depuis déjà un petit moment. C'est 2006. Il est obligatoire pour toutes les transactions immobilières. En fait, chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, je dois afficher la performance énergétique de ce logement. Et la performance, elle se traduit par une étiquette énergétique qui va de A à G, comme on l'a vu. Et ce DPE, comment ça se traduit? En fait, c'est un diagnostiqueur qui vient au domicile, qui vient sur le logement, qui va faire un état des lieux de la performance énergétique et qui va justement remettre cette étiquette énergétique. Ça va également apporter des conseils, mais je veux dire des conseils de premier niveau sur les travaux engagés pour améliorer cette étiquette. Contrairement à l'audit, où là, toujours, on va avoir un technicien qui va finir sur place par démarrer par une analyse des composantes du logement. Il va en faire une restitution sur la performance. Et là où il va aller beaucoup plus loin, c'est sur les travaux envisagés sur ce logement, puisqu'il va proposer différents scénarios de travaux adaptés au logement pour améliorer sa performance énergétique. En plus de ces travaux proposés, ces travaux vont être chiffrés. C'est-à-dire qu'il va proposer différents scénarios en disant voilà les travaux préconisés pour ce logement, ça coûte tant, il va estimer le coût des travaux, mais aussi il va estimer les aides financières dont pourra bénéficier la personne. Et le dernier point, c'est qu'il va évaluer aussi les économies qui seront réalisées à la suite de ces travaux. Ok, donc vraiment l'audit énergétique va beaucoup plus loin que le simple diagnostic. Il propose aussi vraiment des solutions tout à fait. Et voilà. D'accord. Le diagnostic permet de connaître la performance du logement. L'audit, lui, va aller plus loin en disant la performance, elle est par exemple G. Pour atteindre l'étiquette énergétique D, vous devez faire tel et tel type de travaux. Ça va vous coûter tant, vous pouvez avoir tant d'aides. Et en faisant ce type de travaux, vous pouvez estimer faire tant d'économies. D'accord. Donc vraiment très poussé sur la partie des travaux à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique du logement. Ok, merci beaucoup Mickaël. Alors on va reprendre parce qu'on a encore plein de questions qui tombent et on veut répondre au plus grand nombre. Eren, bonsoir Eren. Pouvez-vous nous préciser les travaux de rénovation que nous pouvons facilement réaliser? Alors c'est pas facile comme question parce que facilement... Alors, travaux de rénovation, déjà quand on pense travaux de rénovation, on a toute une liste de travaux de rénovation. La première chose, on va le voir par la suite, c'est de faire un état des lieux parce que tels travaux sont vraiment adaptés pour un logement, ne le seront pas pour un autre. Donc avant de dire je vais faire tel ou tel travaux, la première chose c'est de faire un état des lieux de son logement pour déterminer les travaux qui seront le plus adaptés à ce logement. Donc il ne faut peut-être pas choisir entre guillemets les travaux les plus faciles à faire, mais les plus utiles. Les plus adaptés au logement. Voilà. Exactement. Et on le verra par la suite, comment justement de savoir quels sont les travaux prioritaires. Comment on va vous aider justement dans ce chemin. Autre question de Louise. Bonsoir Louise. J'ai une autre question. Si je dois changer ma vieille chaudière à gaz, comment choisir entre le gaz, l'électricité et la pompe à chaleur? Tout
Tout à l'heure, hein, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, la pompe à chaleur utilise de l'énergie renouvelable, donc c'est une très bonne solution qui est économique. S'assurer, par contre, avant de passer sur une pompe à chaleur, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'assurer, on peut envisager et on peut partir sur la solution pompe à chaleur, mais avant toute chose, c'est s'assurer que le logement est bien isolé. Pourquoi? Parce que la pompe à chaleur, elle fonctionne bien à partir du moment qu'on a un logement qui est bien isolé. Il va falloir aussi s'assurer, comme je disais tout à l'heure, que le professionnel qui va venir installer cette pompe à chaleur, fasse un bon calibrage en fait, du matériel qui sera installé. Il ne faut pas que le matériel installé soit trop puissant ni sous-puissant sur l'installation. Donc une très bonne solution de la pompe à chaleur, à condition que ces éléments-là soient réunis. Ouais. Donc Louise, un conseil avant de vous lancer en effet et de changer de système de chauffage, c'est vraiment de faire un diagnostic à minima, voire un audit, pour vraiment avoir une idée précise de qu'est-ce qui convient le mieux à votre logement. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, ça va vraiment dépendre aussi de... Je parlais, ça me fait penser, je parlais tout à l'heure, je parlais juste à l'instant de l'isolation. Il faudra aussi vérifier au niveau de l'installation que l'installation intérieure, c'est-à-dire soit vos radiateurs, soit votre plancher chauffant, soit adapté aussi pour fonctionner en basse température. Pourquoi? Parce qu'une pompe à chaleur, pour qu'elle ait un bon rendement, il faudra qu'elle travaille en basse température. Mais ça, vraiment, c'est le professionnel en venant sur place qui vous dira si votre logement est adapté pour pouvoir y installer une pompe à chaleur, ou au contraire, s'il faut réaliser des travaux si on veut qu'une pompe à chaleur soit efficace. Et autrement, aujourd'hui, dans le remplacement d'une chaudière au gaz naturel, on a ce qu'on appelle des chaudières à très haute performance énergétique. Ce sont des chaudières, si on regarde par rapport à d'anciennes chaudières, il y a des chiffres qui sont annoncés, c'est-à-dire jusqu'à 30% d'économie qu'elles peuvent permettre, ces chaudières à très haute performance énergétique au gaz, par rapport à des chaudières d'ancienne génération. Très clair. Merci, Mickaël. On continue, on a beaucoup de questions, mais c'est très bien, allez-y. Karine, bonsoir Karine. Pouvez-vous nous donner de plus amples informations sur la prime économie d'énergie? Ouais, je pense qu'on va l'aborder juste en 2 mots, mais je vais y revenir par la suite dans le déroulé. La prime économie d'énergie, en fait, c'est une prime qui est délivrée par les fournisseurs d'énergie, dont fait partie bien entendu Engie. En tant que fournisseur d'énergie, on a une obligation d'accompagner les particuliers à réaliser des économies d'énergie. Et pour cela, par exemple, Engie a mis un programme de prime économie d'énergie. Et on verra tout à l'heure, on aura même des exemples, on vous donnera même des exemples de prime économie d'énergie suivant les différentes typologies de travaux. Très bien. Michel demande, bonsoir Michel, comment savoir si ma maison est bien isolée? Elle date de 2004. Alors, la meilleure solution pour le savoir, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique qui va tout de suite donner une étiquette énergétique. On voit que sur 2004, déjà, on est sûr qu'il y a de l'isolation parce qu'il y avait de la réglementation thermique qui avait déjà été mise en place sur les constructions neuves. Donc, on est sûr que déjà, sur cette maison-là, il y a un premier niveau d'isolation. Mais la meilleure solution pour vraiment avoir le chose, c'est de réaliser un diagnostic de performance énergétique qui va vraiment donner l'étiquette énergétique du logement. Alors, si on ne va pas jusque-là dans la démarche, on peut aussi réaliser, on va le voir par la suite, on a des simulateurs d'étiquette énergétique. En ligne, Engie le propose et on le verra tout à l'heure où vous pourrez aller faire justement une estimation de votre étiquette énergétique. Voilà. D'accord, du coup, je vous propose qu'on avance un petit peu. Donc, Mickaël, on parlait justement de ces fameuses étiquettes énergétiques qui vont de A à E. En France, ça représente à peu près combien de logements qui devraient être rénovés en fonction de ces notes? En fonction de ces notes, on peut faire un focus. On entend beaucoup parler des passoires énergétiques, qui sont les logements classés F ou G. Il faut savoir qu'en France, il y a un parc de résidences principales qui est de 30 millions. Sur ces 30 millions, il y a plus de 5 millions de ces logements qui sont des passoires énergétiques. C'est énorme. C'est-à-dire que 17% du parc national est classé F ou G. C'est vraiment très, très important. Ouais. C'est très important. Et puis là, on se focalise vraiment sur les passoires énergétiques parce qu'on en parle beaucoup. Mais si on regarde un logement qui est classé E, ce n'est pas une passoire énergétique, mais c'est un logement qui est énergivore. Et là, on regarde, c'est 22%. Donc, si on uniquement les logements classés E, F et G, on est à 39%, du parc de logements qui sont énergivores.
Ça donne une idée en fait, ça donne vraiment une idée du potentiel d'économie réalisable, d'économie d'énergie réalisable si on fait des travaux pour améliorer la performance de son logement. Alors justement, on parle de quels travaux, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le système de chauffage, qui d'ailleurs est récompensé dans mon programme pour agir à hauteur quand même de 450 kW, ou de l'isolation, récompensée à hauteur de 600 kW. C'est important de le dire parce que c'est vrai que mon programme pour agir soutient toutes ces initiatives. Et puis, ça coûte combien? Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Toutes ces questions-là, on va voir, on a différentes questions. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quels travaux faire en priorité. C'est très important, avant de se lancer dans les travaux, c'est très important de se poser. Et c'est la première question qui vient, c'est de se dire quels travaux je dois réaliser en logement. Après, il y a aussi la notion de coût, c'est-à-dire combien vont me coûter ces travaux. On a abordé aussi tout à l'heure, il y a aussi de quelles aides, est-ce que je suis éligible aux aides et quelles aides je peux bénéficier. On a parlé de la prime économie d'énergie, on a entendu parler aussi des aides gouvernementales. Et ça, c'est important pour pouvoir prendre la décision de connaître ces éléments-là. Et enfin, un dernier point qui est très important aussi, c'est comment trouver un professionnel de confiance. Il y a toutes ces questions-là. C'est très important, avant de se lancer dans les travaux, c'est vraiment très très important de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Et Engie, justement, vous propose un parcours travaux qui va répondre à toutes ces questions. Ouais. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ça y est, on y est presque, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce live? N'hésitez pas, lâchez-vous, un pouce en haut, un pouce en bas. Bon, nous, on préfère les pouces en haut, mais vous êtes libres. On sait qu'on a une belle marge de progression, donc dites-nous, ça nous fait toujours plaisir. Alors du coup, Michael, raconte-nous un petit peu ce qu'est ce fameux parcours travaux. Ouais. En fait, pour accompagner les particuliers dans leur projet de travaux et se lancer en toute confiance, en fait, Engie a mis en place un parcours qui se compose de différentes briques, justement qui permet de répondre à l'ensemble des questions qu'on vient de voir juste à présent. Ce parcours, il est accessible à l'ensemble des particuliers, accessible à l'ensemble des particuliers et gratuitement, et on le trouve justement aussi bien sur notre site internet, mais également on a des conseillers qui sont spécialement formés sur le sujet, qu'on peut contacter lorsqu'on a des questions sur le sujet. Alors je parle de parcours travaux, et justement la première de ces briques, c'est un simulateur de bilan énergétique. Et donc pour gagner du temps, parce qu'on ne voulait pas trop vous embêter avec toutes les cases et les champs à remplir, même si c'est rapide, mais on a déjà fait le travail pour vous, et comme ça on va vraiment pouvoir voir en détail, concrètement, c'est quoi les résultats qu'annonce ce simulateur. Donc là, du coup, en amont avec Paola, justement, on a fait le bilan énergétique de ma maison, de son logement. Donc on est allé sur le site monespaceprime.engie.fr, on a rempli les questions sur le simulateur, et ici on voit le bilan énergétique. Je ne sais pas si oui, ça y est, il apparaît. Ok. Alors ici, le bilan énergétique. Ce que je disais, on a commencé par renseigner, ça prend 5 minutes pour le renseigner, des informations sur le logement, notamment la localisation du logement, la superficie du logement, l'année de construction, le bâtiment, de savoir s'il y a déjà eu des travaux de rénovation qui ont été faits, les ouvertures, aussi le système de chauffage qui est installé et la ventilation. Et derrière, une fois qu'on a donné tous ces renseignements-là, en fait, en restitution de ces éléments-là du simulateur, en fait, il nous a indiqué ce schéma-là. Et il est super ce schéma parce qu'il est quand même archi-intuitif. Je n'ai pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Je comprends assez rapidement là où il y a des points qui ne vont pas, notamment la toiture et les murs. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, si on regarde un petit peu en détail, on a deux cartes, je dirais, pour chaque composante du logement. Quand je dis chaque composante, c'est le plancher bas, les murs, les fenêtres, la toiture, la renouvelée et la chaudière. La carte de gauche donne la note sur 20 actuelle en termes de performance énergétique de cette composante. Si on regarde les murs, par exemple, on voit qu'actuellement, sur ton logement, j'ai une sale note, il y a une note de 3 sur 20 pour les murs. Et la carte que l'on voit à droite, c'est la note qu'on peut obtenir après travaux. Et donc ça, on l'a pour l'ensemble de ces éléments-là. Et on voit que là, en l'occurrence, sur ce logement-là, oui, il y a deux choses qui sont prioritaires à le faire. C'est qu'on voit qu'on a une note de 1 sur 20 pour la toiture et de 3 sur 20 pour les murs. Alors qu'il faut savoir qu'à côté, sur les petites flèches bleues avec des pourcentages, c'est les déperditions de chaleur d'une façon générale sur un logement. Si on prend par exemple la toiture sur un logement qui ne serait pas isolé,
c'est le premier poste de déperdition D'accord. énergétique. C'est-à-dire 30% sur un logement qui n'est pas isolé du tout. On a 30% de la chaleur qui s'échappe par le toit et 20% par les murs. D'accord. Les deux points sur lesquels, justement, on est en défaut sur ton logement. Ok. Bon, bah, c'est très clair et ça, on a réussi à l'obtenir vraiment en remplissant quelques champs qui vous prennent quelques minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et encore une fois, monespaceprime.nj.fr, c'est pour tout le monde, client NJ ou pas. C'est important de le rappeler. Et une fois qu'on a eu ce schéma-là, parce qu'on ne se limite pas à ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on a fait le constat là de schéma en vous donnant une note sur 20 des différentes composantes du logement, on voit plus loin ici, toujours sur le compte rendu, c'est qu'on vous fait une préconisation de travaux. Comme on l'a vu assez rapidement, ça sautait aux yeux. Pour ton logement, la préconisation, c'est d'isoler les murs et de revoir l'isolation de la toiture du logement. D'accord. Et donc maintenant qu'on sait quels sont vraiment les travaux prioritaires à faire… Peut-être avant, un dernier point. Oui, pardon. Un dernier point, c'est qu'on vous a préconisé, mais aussi on vous donne l'étiquette énergétique de votre logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paola, l'étiquette énergétique de ton logement est E, et en réalisant les travaux préconisés, c'est-à-dire l'isolation des murs et la toiture, on arrive à une étiquette énergétique B. Juste en modifiant la toiture et les murs. En faisant l'isolation de tes murs et l'isolation de la toiture, là où le logement est en E, il passerait en B. D'accord. Ok. Alors ça, c'était l'étiquette énergétique. Et on propose aussi la même chose sur l'étiquette environnementale. Aujourd'hui, ton logement est RF. Et en faisant ces travaux-là, au niveau environnement, on passerait en C. D'accord. Très bien, très clair. Merci Mickaël. Alors du coup, maintenant qu'on sait clairement, en fonction de son logement, quels sont les travaux prioritaires à effectuer, la question aussi, c'est de savoir combien ça va coûter et de quelles aides, justement, parce qu'on en parle beaucoup, c'est normal, c'est un sujet très important. Quelles sont les aides dont on peut bénéficier? Et là, on arrive à la deuxième brique du parcours travaux, qui est le simulateur des aides financières. Ce simulateur des aides financières, il va vous permettre, en renseignant les travaux que vous envisagez, d'avoir une estimation des coûts des travaux. Bien entendu, ça ne remplacera jamais le devis d'un professionnel. Par contre, ça nous donne un ordre d'idée en fait, des travaux que l'on doit faire. Ça nous donne un ordre d'idée de la fourchette à consacrer pour réaliser cette typologie de travaux. Une fois que le simulateur, une fois qu'il a fait qu'il vous a donné ce coût des travaux, il va déterminer aussi les aides financières que l'on peut bénéficier. Et là aussi, pareil, avec Paola, on a fait une simulation. Une simulation, c'est-à-dire qu'on est allé à nouveau sur Mon Espace Prime, et là, on a utilisé le simulateur des aides financières. Et on l'a renseigné, toujours pareil, il y a différentes informations à renseigner, notamment en ce qui concerne la typologie du logement, les travaux envisagés pour avoir cette estimation des coûts aussi. Il va falloir renseigner une deuxième chose qui est un peu plus personnelle, ce sont les revenus et le nombre de personnes dans le ménage. Pourquoi? Parce que l'aide, notamment l'aide gouvernementale MaPrimeRénov', elle est fonction en fait des revenus. L'éligibilité déjà dépend des revenus. Certains ménages avec les plus hauts revenus ne sont pas éligibles à certaines aides. Et autrement, le reste des aides, elles vont être pondérées en fonction des revenus. Et donc là, le simulateur, justement, en renseignant toutes ces données-là, va vous donner personnellement les aides dont vous pouvez bénéficier. Et si on regarde sur la restitution, ici, on a fait l'exemple pour l'isolation des murs. Pour l'isolation des murs pour le logement, on arrive à un coût global pour l'isolation des murs de 7 850 €. On a vu qu'on pouvait bénéficier de la prime économie d'énergie d'Engie de 512 €. Et que pour MaPrimeRénov', pour ce type de travaux, avec les revenus qui étaient renseignés, je ne sais plus si on revient, les revenus qu'on avait renseignés, on avait indiqué qu'il y avait un revenu fiscal de 55 000 € et 4 personnes dans le logement. Et on voit que là, la personne, elle peut bénéficier pour ces travaux-là de 3 000 €, ce qui fait que pour un budget de travaux de 7 850 €, en déduisant les aides, on a un reste à charge qui est de 4 338 €. Alors justement, ça répond un peu à la question de Zézé du 45. Bonsoir Zézé du 45 qui dit « Comment s'y retrouver dans toutes les aides ?» Est-ce qu'on a un site qui vraiment regroupe toutes les aides dont on peut bénéficier? Parce qu'il peut aussi y avoir peut-être des aides au niveau départemental ou régional. Alors, au niveau des aides, les deux aides principales, c'est la prime économie d'énergie qu'on a vue ici
et MaPrimeRénov'. Alors, il faut savoir que MaPrimeRénov', elle est en place depuis 2020. C'est une prime gouvernementale qui est distribuée par l'ANA et qui remplace l'ancien crédit d'impôt transition énergétique, qu'on appelait CITE, qui était le crédit d'impôt. Donc, ce sont les deux principales aides sur lesquelles vous allez pouvoir faire le calcul ici par le simulateur. Et tu as raison, il y a des aides aussi locales et départementales, mais ce niveau d'aide et ces programmes d'aide sont très disparates que la meilleure solution, c'est vraiment d'aller se renseigner en local, que ce soit auprès de la DIL ou auprès de sa commune ou de la communauté des communes. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des programmes qui sont ponctuels, qui sont très variables d'une région à l'autre. Donc là, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est vraiment soit de vous renseigner auprès de la DIL, soit auprès de votre commune, pour savoir les aides locales qui peuvent être mises en place. La DIL, tu peux me redire ? L'Agence d'information sur l'habitat, de développement et d'information sur l'habitat, ADIL. Très bien, merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la collecte des chèques économie d'énergie est récompensée dans mon programme pour agir à hauteur quand même de 500 kW. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire que non seulement vous faites en plus une collecte de chèques économie d'énergie et on vous récompense pour ça dans mon programme pour agir. C'est important de le dire. Peut-être on a encore d'autres questions et c'est très bien, allez-y. Flo du 94, bonsoir Flo. Pardon, ça va. Où peut-on trouver les sociétés reconnues AFNOR pour l'isolation par l'extérieur ? Oui, là on change un peu de sujet, mais c'est important. Non, c'est très important parce qu'on parlait juste à l'instant des aides et ça enchaîne bien cette question-là, c'est que j'ai oublié de le préciser. Une chose très importante, c'est que pour être éligible à ces aides, il faut que ces travaux soient réalisés par un professionnel RGE. RGE qui veut dire reconnu garant de l'environnement. Ce label permet d'identifier en fait les entreprises qui ont été formées, qui sont qualifiées justement sur les travaux d'efficacité énergétique. Alors là aussi, dans notre programme pour accompagner les particuliers en situation de travaux, en nous contactant, on va pouvoir vous communiquer les professionnels qui sont qualifiés RGE, une liste de professionnels qualifiés RGE. Voilà, c'est la fameuse troisième brique de ce parcours travaux. On vous aide à trouver les professionnels vraiment pour faire ces travaux et qui vont vous permettre, puisqu'ils sont RGE, de bénéficier ensuite des aides financières. Donc ça fait partie de ces troisième pilier. Je crois que dans la question, il y avait AFNOR. AFNOR, ça va être plus pour les matériels en eux. Par contre, pour retrouver le professionnel, c'est bien l'appellation RGE, reconnu garant de l'environnement, sur lequel il faut être très vigilant et s'assurer que le professionnel auquel on fait appel a bien cette qualification. Sinon, on ne peut pas bénéficier des aides. Il y a Bernard qui nous dit super live. Merci beaucoup Bernard, Merci. Ça nous fait plaisir. MH, bonsoir MH, demande quelle est la différence de coût entre l'audit et le diagnostic de performance énergétique. Comment dirais-je, le diagnostic de performance énergétique, on va le retrouver à peu près entre 250 et 300 euros. Tandis que l'audit, on va être, je dirais, à minima à 500 euros. On sera plus je dirais, une fourchette entre 500 et 1000 euros. Il faut compter à peu près 700 euros sur l'audit énergétique. Il faut savoir que l'audit énergétique, vous avez une personne qui vient à domicile, qui fait des relevés. Derrière tous ces relevés-là, il y a vraiment une analyse thermique qui est effectuée pour être en mesure justement d'apporter les meilleures solutions techniques sur le logement concerné en face. Donc il y a vraiment un calcul thermique qui est fait pour pouvoir vous dire, tiens, c'est tel type de travaux qui est le plus adapté, pour aussi vous les chiffrer ces travaux-là avec des chiffres qui sont très précis, et aussi sur les aides financières. Donc c'est un investissement certes au départ, mais pour moi qui est très très important, c'est de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans les travaux. Et justement, ça vient à la question d'Henri. Bonsoir Henri, Bonsoir. Qui demande comment choisir un bon expert justement pour faire cet audit. Alors, il y a automatiquement pour faire l'audit, je ne me rappelle plus du nom, ils doivent avoir un agrément pour pouvoir réaliser un audit thermique. Il y a un agrément, il faut s'assurer que l'entreprise qui vient faire l'audit thermique a bien l'agrément qui lui permet d'avoir. Je pense que nos modérateurs dans le chat vont pouvoir vous dire quel est exactement cet agrément. C'est une abréviation des OQPPBI, quelque chose comme ça. En fait, il y a 4-5 lettres, mais dans tous les cas, il faut s'assurer que la personne qui vient a bien cet agrément pour le faire. Très bien.
Je continue, je regarde les questions, est-ce qu'il y en a pas mal? Il y a Juju69 qui dit « Si l'isolation des murs est difficile, sur quel poste agir en priorité pour améliorer l'efficacité énergétique ?» Donc Juju, je pense que c'est ce qu'on vous disait, il faut vraiment avoir une vision globale du logement. Donc en effet, si les murs c'est peut-être trop compliqué, avec un audit, un diagnostic, je m'y perds. On peut faire déjà le bilan énergétique qu'on a en ligne, Ouais. qui va nous donner une première idée. Comme on voyait tout à l'heure, chaque logement va être différent. Alors si l'isolation des murs, tout à l'heure on voyait la déperdition d'un logement, d'une façon générale, où on va avoir le plus de déperdition de la chaleur, c'est sur la partie haute du logement, c'est-à-dire sur les combles. Donc la priorité, je dirais quelque part, si vous ne pouvez pas faire les murs, on va avoir beaucoup de déperdition sur les combles, donc il va falloir s'intéresser à ce point-là. Mais vraiment, chaque configuration de logement est différente, donc on ne peut pas faire une préconisation globale comme ça. Faut vraiment s'intéresser, il faut vraiment analyser le logement pour faire la meilleure préconisation. Mais très certainement, si les murs ne sont pas possibles, très certainement qu'on va se diriger vers les combles pour votre logement. D'accord. Bernard, bonsoir Bernard. Est-il vrai que si l'on bénéficie des aides de l'État pour des travaux de rénovation énergétique, on doit s'engager à rester dans le logement au minimum 5 ans? Sur ma prime rénov, ouais, sur une école, je sais qu'il y a des conditions. Dans le cas d'un propriétaire bailleur, je sais qu'il doit s'engager dans ce cas-là à louer le logement et que ce logement soit sur le logement principal. Mais à rester dans le logement, j'aurais pas la réponse comme ça. On va vérifier Bernard. Nos amis modérateurs qui suivent ce live vont chercher tout de suite et vont vous apporter la réponse. Mais la question est très intéressante. Je continue. Alain nous encourage. Merci beaucoup Alain. Fatih, bonsoir Fatih. Fatih nous demande de quelle manière est versé les chèques économie d'énergie. Alors, je disais tout à l'heure, hein, les primes économie d'énergie, en fait, ce sont des primes qui sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Chacun a un petit peu sa politique. Chacun a un peu sa politique. En ce qui concerne Engie, on a décidé que ces primes vous soient directement versées en euros. C'est-à-dire que soit vous êtes client et comment dirais-je, ça peut venir en déduction de votre facture plus le complément chèque. Si jamais vous n'étiez pas client Engie, parce que les primes économie d'énergie ne sont pas réservées uniquement aux clients Engie, mais à l'ensemble des particuliers, dans ce cas-là, c'est directement un chèque qui vous est transmis. Donc un chèque pour les personnes qui ne sont pas clients, et autrement, ça sera un virement, si vous êtes client, qui peut venir aussi en partie en déduction de votre facture. Mais on est bien un paiement en euros, et c'est vrai que la question est intéressante, parce qu'on peut avoir dans certaines situations, on peut voir que des fois, ces primes économie énergie qui peuvent être versées en bon d'achat ou autre. Non, nous, ce n'est pas le cas, c'est vraiment en euros ce qui sera fait chez Engie. Merci Mickaël. Il y a Co, bonsoir Co, qui nous demande qu'on lui rappelle un petit peu ce que c'est que le programme et comment ça marche le système de récompense. En fait, c'est tout simple Co, donc mon programme pour agir. À partir du moment où vous êtes client chez Engie, vous y avez accès gratuitement, automatiquement. Vous y accédez via votre espace client. Et au fait, mon programme pour agir, il va y avoir plein de petites actions que vous pouvez faire. Ça va être de la lecture d'un article sur évidemment le sujet des sujets environnementaux. Là, vous gagnez des kiloactes, rien qu'en lisant l'article. Mais ensuite, vous pouvez faire des actions un peu plus engageantes, comme par exemple faire des travaux de rénovation énergétique. Vous allez être récompensé en kiloactes. Ou alors, on va lancer des challenges de déconsommation énergétique. On va vous inciter, par exemple, à baisser de quelques pourcents votre consommation d'énergie par rapport à l'année dernière. Et si vous y arrivez, pareil, vous gagnez des kiloactes. Ces kiloactes, ils ont une valeur que vous allez pouvoir utiliser toujours sur notre plateforme. Et vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez soutenir, par exemple, des associations. On est partenaire, par exemple, des Restos du Cœur ou de Reforest Action pour replanter des arbres. Et au fait, avec ces kiloactes, vous financez ces associations. Vous pouvez aussi soutenir des startups qui travaillent vraiment sur des projets éco-responsables. Là aussi, vous pouvez soutenir ces startups pour qu'elles se développent davantage.
Et puis, vous pouvez aussi vous faire des cadeaux utiles, intelligents. Ça peut être des petits objets, par exemple, pour baisser votre consommation sous la douche. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont vraiment dans cet ADN pour consommer moins et mieux. Donc, je vous invite vraiment à aller voir mon programme pour agir. Il y a un programme extrêmement riche et vous pouvez faire vraiment plein de bonnes actions dans le bon sens du terme. Je continue les questions. Nonor 5956, bonsoir Nonor. Quel ordre dans les démarches pour monter un dossier et bénéficier des aides? Bonne question. Oui, très bonne question. Très bonne question. Quel ordre? Il faut savoir que sur la prime, notamment la prime économie d'énergie, pour bénéficier en fait de cette prime économie d'énergie, il y a un dossier qui est remonté et c'est très réglementaire. C'est très réglementaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, il faut qu'on justifie qu'on vous a accompagné, et pour justifier qu'on vous a accompagné, il y a tout un dossier à monter. Et ce dossier est très réglementé, il n'y a pas d'interprétation. Par exemple, un des critères, c'est que vous soyez inscrit sur monespaceprime.nj.fr avant d'avoir signé son devis. Donc, il faut vraiment s'être inscrit sur monespaceprime.nj.fr avant la signature du devis pour bénéficier de l'aide. Très important. Merci beaucoup, Mickaël. Pascal du 95. Bonsoir, Pascal. Les aides sont-elles les mêmes pour une résidence secondaire? Toujours sur ma prime économie d'énergie, aussi bien que soit la résidence principale ou secondaire, on va pouvoir bénéficier de l'aide. Sur ma prime rénov', il faudra regarder, enfin il nous le demande dans le simulateur, au niveau de l'éligibilité, il est possible que sur certains points, sur ma prime rénov', on ne puisse pas les bénéficier en tant que résidence secondaire. C'est vrai que les aides financières sont plus importantes sur ma prime rénov', donc peut-être qu'en effet, il y a ce distinguo maison principale, maison secondaire. Mais là aussi, nos modérateurs vont checker pour pouvoir vous répondre de manière plus précise, Pascal. Donc, Mickaël, on a vu que ce fameux parcours travaux, il est très riche et il y a différents simulateurs. Où est-ce qu'on peut le retrouver pour toutes les personnes qui nous regardent et qui veulent concrètement savoir où est-ce qu'elles en sont de la performance énergétique de leur logement? Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site, le numéro de téléphone, toutes les infos? Ouais. Alors, tout ce parcours travaux, là, en fait, on le trouve sur le site monespaceprime.nj.fr, www.monespaceprime.nj.fr. Et donc, en allant sur ce site-là, les deux simulateurs qu'on vous a présentés sur la synthèse de simulation, vous allez le retrouver. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le faire en toute autonomie, utiliser ces simulateurs-là. Mais en plus de ça, pour vous accompagner, on a formé plus de 40 conseillers spécialement formés et dédiés à l'efficacité énergétique pour vous accompagner et répondre à l'ensemble de vos interrogations, et ceci à chaque étape de votre projet, aussi bien quand je suis dans la réflexion de projet ou comment monter mon dossier. L'ensemble de ces conseillers ont été formés. Et on peut joindre ces conseillers-là, en fait, au 09 77 42 24 54, qui est un numéro non surtaxé. Et nos conseillers sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 17h et également le samedi matin. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment formés justement pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider dans les démarches, parce que comme disait Mickaël, ce sont des démarches administratives qui sont très strictes et ils sont vraiment là pour vous accompagner. Oui. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Mickaël. Merci, c'est un plaisir. Pour toutes tes réponses, ton accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui nous remercient et te remercient particulièrement. On espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a répondu à un maximum des questions et que vous y voyez plus clair. N'oubliez pas mon programme pour agir. Vous pouvez gagner plein de kilowatts de manière différente. Allez voir vraiment sur votre espace client. On a aussi un petit questionnaire qui prend quelques minutes. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce live, comment on peut s'améliorer, parce qu'on est conscient qu'on a une marge de progression. Et on serait ravis d'avoir votre avis. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain live d'Engie. Ciao. Bonne soirée.